Merci, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être présent ce matin pour vous parler justement de changement climatique et de carbone. Donc le thème de la matinée, c'est est-ce que le climat nous amène-t-il à cultiver du carbone? Et donc avant de rentrer dans ce sujet, je vais apporter quelques mots d'introduction sur qui sommes-nous chez Carbone 4. Donc comme ça a été dit, on est un cabinet de conseil français, donc indépendant. Indépendant, ça veut dire créé par deux associés fondateurs que vous voyez à l'écran. Donc le plus connu au milieu, Jean-Marc Jancovici. Vous êtes peut-être déçus, mais il n'était pas disponible aujourd'hui pour intervenir. Alors, je n'ai pas l'impression de le remplacer au même niveau, mais j'essaierai en tout cas de vous exposer les enjeux et les enjeux autour du changement climatique avec mes mots, avec ma façon d'expliquer. Donc, Jean-Marc a créé le cabinet en 2007 avec un autre associé un petit peu moins médiatisé aujourd'hui qui s'appelle Alain Grandjean, également polytechnicien et économiste, et puis un troisième associé a rejoint l'aventure en 2017, à savoir Laurent Morel. Donc cabinet de conseil, c'est peut-être un peu flou pour vous ce qu'on peut faire, hein, tout simplement. On accompagne essentiellement des entreprises, donc à savoir des industriels, des coopératives, des céréaliers, des vignerons, dans la compréhension de ce problème, c'est-à-dire dans la compréhension, à savoir d'abord la mesure des émissions des CO2, ou autrement dit le bilan carbone, et puis ensuite, surtout, dans la stratégie pour réduire les émissions à leur niveau. Okay. Et donc, si on parle du sujet, lorsqu'on parle de carbone, évidemment, on doit parler de changement climatique, puisque c'est ça qui nous amène à parler de carbone. Et donc, je souhaitais vous faire quelques éléments de rappel autour de ce que c'est le changement climatique, certes, on entend parler de ce sujet régulièrement maintenant aux infos, à la radio, c'est vrai, mais j'ai tendance à dire que la répétition est quand même la meilleure technique pour apprendre, et on peut toujours approfondir des notions. Alors, le changement climatique. Lorsqu'on parle de changement climatique chez Carbone 4, on aborde tout de suite la notion d'effet de serre. Alors, c'est une notion peut-être que vous avez sûrement entendue. L'effet de serre, si aujourd'hui elle a plutôt une connotation négative, elle est avant tout positive pour l'humanité, pour les êtres vivants sur Terre, puisque sans effet de serre, il ferait en moyenne sur la planète Terre moins 18 degrés. En moyenne. Donc on pourrait tout simplement pas vivre sur la planète Terre. Donc l'effet de serre, elle a pour avantage de capter des rayonnements solaires. Il faut imaginer une sorte de duvet, de couverture qui enrobe la planète Terre. Une partie des rayons solaires vont vers la Terre, qui ensuite est réfléchie vers l'atmosphère, et c'est au niveau de l'atmosphère qu'on a justement une partie de ces rayonnements solaires qui sont captés et qui reviennent sur la planète Terre et qui permettent d'avoir une température moyenne à 15 degrés et donc vivable au niveau des humains. Le problème de cet effet de serre, c'est qu'on vient, avec nos activités humaines, dérégler le système et on vient épaissir finalement la couverture qui nous enrobe. Et pourquoi on vient l'épaissir ? On vient l'épaissir à cause finalement de nos activités et notamment des énergies fossiles. Donc les énergies fossiles, ils ont été stockées pendant des millions d'années sur la planète Terre, et c'est par leur combustion, donc le fait de brûler par exemple de l'essence, du gaz ou du charbon, c'est par cette combustion des énergies fossiles qu'on vient émettre des gaz à effet de serre, le plus connu étant le CO2, donc le dioxyde de carbone, mais il y en a d'autres, notamment le méthane ou encore le protoxyde d'azote. Et on a aussi d'autres effets liés à l'augmentation des gaz à effet de serre, notamment le changement d'usage des sols ou ce qu'on appelle plus facilement la déforestation. Aujourd'hui, au niveau du globe, on a énormément de déforestation et une forêt, je pense que vous le savez très bien, elle stocke du carbone, mais si on la déforeste, on relâche tout ce carbone dans l'atmosphère, on vient accentuer ce phénomène. Et donc la planète, elle essaye de s'équilibrer. Lorsqu'on rajoute du CO2 dans l'atmosphère, elle s'équilibre. Et comment elle s'équilibre ?
elle va stocker par exemple plus de carbone dans les océans. C'est un puits naturel de carbone. Le problème, lorsqu'on met plus de carbone dans les océans, qu'est-ce qui se passe? Il s'acidifie. Et donc des océans plus acides, ça veut dire une vie marine beaucoup moins importante, des coraux qui se dégradent. C'est un exemple des effets de l'ajout des émissions dans l'atmosphère. Et donc je l'ai dit, mais peut-être que vous ne l'aviez pas tout à fait entendu, donc sans effet de serre, il ferait moins 18 degrés. Souvent on nous pose la question, oui, mais il y a toujours eu des changements climatiques, toujours eu des dérèglements climatiques, pourquoi on en parle plus aujourd'hui qu'auparavant? Alors, c'est une très bonne question. Le problème vient surtout de la vitesse du changement climatique, puisqu'il y a eu des changements climatiques, ça c'est vrai. Par exemple, il y a 20 000 ans, on était au moment de l'ère glaciaire. Donc, il faisait en moyenne sur la planète Terre 9 degrés. Et puis, il y a eu un changement climatique naturel qui nous a amené à avoir une température moyenne sur le globe d'environ 15 degrés. Et ça, c'était aux alentours du 19e siècle, donc 1800. Avec notre consommation croissante des énergies fossiles, on a déjà gagné en moyenne 1,1 degré sur la planète Terre, à peu près 16 degrés. Et le risque, c'est si on continue sur cette tendance, non pas qu'on soit à plus 1 degré, mais à plus 4 degrés d'ici 2100. Donc c'est-à-dire qu'en 300 ans, on pourrait prendre 5 degrés d'augmentation de température, alors qu'on a pris 6 degrés en 20 000 ans. Okay. Et c'est bien ça le problème essentiel dans les sujets qui nous occupent chez nous, Carbone 4, c'est vraiment la vitesse du changement climatique qui est tout simplement gigantesque et beaucoup trop importante pour nous et pour tous les écosystèmes. Alors, sur l'augmentation de la température, alors je ne sais pas si la vidéo va fonctionner. Il faut cliquer. Ok, parfait. Merci. Donc là, ça montre une petite vidéo interactive avec l'évolution des températures moyennes sur le globe depuis le début du XXe siècle jusqu'à la fin. Et vous pouvez voir que les couleurs en jaune et orange indiquent des températures moyennes supérieures à ce qui a été constaté au début du siècle. Et vous voyez essentiellement que ça devient de plus en plus rouge, d'une part, depuis les dernières années, et surtout au niveau des pôles. Ça, c'est un phénomène très classique. Les pôles se réchauffent beaucoup plus vite que le centre de la Terre, et surtout, on a des records de température qui sont régulièrement battus depuis les années 2000. Donc, on a de plus en plus de réchauffement. Et donc, si on revient sur la France, vous êtes, je pense, les premiers témoins de ces changements climatiques, donc je vais être assez rapide, vous le voyez tous les jours, mais c'est quand même intéressant d'évoquer comment le climat en France a évolué. Aujourd'hui, le climat qu'on connaît à Lille était le climat de Nantes il y a 30 ans. En 2050, dans 30 ans, le climat qu'il y aura à Lille sera le climat qu'on connaît à Poitiers aujourd'hui. Donc tout est en train de monter et ça a des incidences évidemment sur l'activité agricole, comme vous le savez très bien, et puis sur toutes les activités économiques. Après, vous allez me dire, en même temps, c'est sympa le climat de Poitiers pour Lille, donc ça peut être une bonne chose. Et malheureusement, on parle plus de dérèglement climatique que de réchauffement climatique. C'est, je pense, le terme qui convient, qui reflète le plus ce qui se passe aujourd'hui dans notre environnement. C'est le terme dérèglement, à l'image, comme ça a été dit, de l'année 2022, qui a quand même été assez particulière d'un point de vue météo. Dérèglement, puisque, encore une fois, vous êtes les premiers observateurs, mais on constate énormément d'aléas climatiques différents depuis les dernières années, que ce soit des vents violents, des gels tardifs, donc on a des hivers doux, et puis d'un seul coup, en mars et avril, de par la douceur des hivers, il va y avoir des gels tardifs, des phénomènes de sécheresse, comme on a pu le voir cet été,
ou encore des crues. Ça, c'est un point intéressant sur les pluies. Aujourd'hui, Météo France, comme d'autres projections climatiques, estime que globalement en France, sauf dans la région PACA, il ne va pas forcément pleuvoir beaucoup moins, mais l'évolution, le régime des précipitations va être perturbé, donc on aura des fortes précipitations sur certaines périodes, et puis ensuite pas du tout de pluie. Mais à l'échelle de l'année, on aura peut-être le même régime de précipitation, c'est les projections qui vont dans ce sens. Et puis bien sûr, avec les sécheresses, les vagues de chaleur vont de pair. Alors je vous rassure, hein, c'est le constat. On pose, ça a été demandé de poser des constats, des faits scientifiques. J'aurais dû commencer par là au moment de l'introduction, mais ensuite il y aura d'autres intervenants qui parleront des solutions, de comment on fait. Hein. Là, l'idée, c'est d'expliquer un petit peu les tendances qu'on peut voir et de vous apporter des éléments sur la neutralité. Alors, là, cette diapositive, elle est importante puisque c'est là où on fait le lien entre changement climatique, donc le dérèglement, et puis finalement le carbone. Et le lien, comme je l'ai dit en introduction, il est lié à notre dépendance aux énergies fossiles. Donc peut-être que vous avez lu la bande dessinée de mon cher patron qui explique tout ça, mais voilà quelques éléments qu'on peut aussi retrouver dans la bande dessinée pour prendre conscience de notre dépendance. Donc admettons, si on parle d'un litre d'essence. Un litre d'essence, il faut savoir que ça permet de produire à peu près entre 4 et 5 kWh d'énergie. Et si on devait produire cette même quantité d'énergie avec notre force humaine, admettons avec nos jambes, puisque on a plus de force dans les jambes que dans les bras, une personne produit avec ses jambes, si elle pédale pendant 8 heures, produit à peu près 0,5 kWh d'énergie. Donc c'est simple, pour 5 kWh d'énergie produite par un litre d'essence, il faudrait 10 personnes qui pédalent pendant 8 heures pendant une journée. Et donc si on fait le calcul économique, c'est là où ça devient intéressant, et qu'on paye ces personnes au niveau du SMIC, et ça nous coûterait à peu près 850 € pour produire le même volume d'énergie qu'un litre d'essence. Et donc l'essence a beau coûter très cher aujourd'hui, on se rend compte que ça reste toujours beaucoup moins cher que si on devait produire cette même énergie avec la force humaine. Et c'est évidemment cette énergie abondante des énergies fossiles, cet accès abondant des énergies fossiles qui nous a permis de gagner en confort, d'avoir le mode de vie qu'on a aujourd'hui. Sans ça, il aurait fallu, comme le dit notre patron, des milliers, des millions d'esclaves énergétiques pour subvenir à notre dépendance. Et donc, pour vous rendre compte un petit peu de cette dépendance, prenons l'exemple du tracteur. Le tracteur a une puissance d'à peu près 60 kW. Donc, si on devait remplacer l'énergie d'un tracteur, il nous faudrait 600 personnes à côté de nous pour produire cette même quantité. C'est évidemment schématique, cette comparaison, mais je pense que c'est plutôt parlant, en tout cas je l'espère. On peut poursuivre les exemples. On va par exemple prendre l'exemple du camion. Donc, le camion, on est sur une puissance d'énergie encore plus forte, à peu près 400 kW. Et donc là, un camion, si on devait produire cette même quantité d'énergie, il nous faudrait 4000 personnes qui pédalent pour avoir la même source d'énergie, etc., etc. Le pilote d'avion qui peut jouer avec son joystick, si je simplifie, lui, on aurait besoin d'1 million de paires de jambes. Et le dernier exemple, qui en plus est parlant pour la région des Hauts-de-France, si on prend l'exemple d'un laminoir, donc d'une industrie comme ArcelorMittal qui fabrique de l'acier, donc les aciéries, les sidérurgistes, on parle de quantité d'énergie tout simplement monstrueuse. Et donc, pour produire le même volume d'énergie qu'un aciériste comme ArcelorMittal, il faudrait tout simplement la population de l'Île-de-France, 10 millions de personnes, qui tapent jour et nuit sur des tôles d'acier pour parvenir à en produire.
Donc vous vous rendez compte un petit peu de l'addiction aux énergies fossiles, et cette addiction, c'est un point important, elle est partout. Il n'y a pas un secteur économique qui échappe, y compris l'agriculture. Vous le voyez avec l'exemple du tracteur, mais on aurait pu prendre l'exemple des engrais qui sont fabriqués à partir de gaz, le gaz étant une énergie fossile, etc., etc. Et donc ce schéma le montre très bien, hein. On a multiplié par 10 la consommation d'énergie dans le monde depuis le début du XXe siècle. Alors évidemment, souvent on nous dit oui, mais on a aussi augmenté la population, c'est vrai, hein. Donc c'est aussi lié à la croissance de la population, mais aussi lié à la croissance de l'activité. Et vous pouvez voir dans ce graphique que, contrairement à ce qu'on peut parfois croire au dire des médias, chaque énergie se compile. On a des difficultés aujourd'hui à substituer une énergie par une autre. Donc on a commencé en Europe par le charbon, ensuite le pétrole est arrivé, après le gaz, et vous voyez que le charbon et le pétrole n'a pas pour autant réduit, hein. Et puis maintenant les énergies renouvelables, mais qui viennent s'additionner aux énergies qu'on a déjà. Et donc tout l'enjeu, c'est d'essayer de réduire cette consommation d'énergie tout en gardant notre activité. C'est un vaste enjeu. Alors, on va parler maintenant du lien avec l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc là, l'objectif de cette partie-là, c'est de recentrer sur votre métier et plus largement sur l'alimentation et de vous apporter quelques éléments toujours chiffrés et scientifiques. Je vais essayer de vous maintenir éveillé et vous poser un petit quiz. À votre avis, quelle est la part des émissions liées à l'alimentation? Donc, l'alimentation étant vraiment au niveau du champ jusqu'à l'assiette, hein, donc incluant le transport, l'industrie. À votre avis, quelle est la part des émissions de l'alimentation dans le total des émissions d'un Français ou d'une Française? Alors, je vous invite à lever le bras quand vous pensez que c'est la bonne réponse. La réponse A, 10%. Personne. Réponse B, 20%. Réponse C, 30%. Okay. Réponse D, 40%. On est pas mal. Alors 30%, un tiers des émissions, si on simplifie, sont liées à notre alimentation. Donc important. Et si on regarde le découpage des émissions de cette alimentation, on se rend compte, il y a deux façons de le voir, hein. Donc environ la moitié, si je simplifie, a lieu au niveau du champ, donc au niveau des exploitations agricoles, mais dans le même temps, l'autre moitié a lieu ailleurs de chez vous, a lieu soit au niveau de l'industriel, vous pouvez voir donc en rose ou rouge, hein, le 6%. On a aussi des émissions liées au transport en France qui sont importantes. Donc là, on parle de camions, hein. Un camion sur 3 transporte des denrées alimentaires en France. Un camion sur 3. Donc 13% des émissions liées à notre alimentation est liée au transport de marchandises. On a aussi des émissions qui sont encore plus en aval de l'activité. Là, on parle des distributeurs, on parle des magasins, donc du retail. On parle aussi des consommateurs qui ont besoin de leur voiture très souvent pour aller acheter des biens. Et puis si on veut aller encore plus loin, de se rendre compte de la dépendance énergétique, et un poulet, on ne mange pas cru, hein, donc on a besoin de le faire cuire. Et donc on a aussi des énergies consommées au moment de la cuisson ou au moment de la réfrigération ou de la congélation. Le dernier point qui apparaît moins nettement dans ce graphique, c'est le gaspillage alimentaire qui génère des émissions un petit peu partout dans la chaîne de valeur. Enfin, la production des intrants et équipements, vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit. Là, on retrouve la production des engrais, donc au niveau des industriels, qui est assez émettrice d'un point de vue carbone. La production, là, donc la fabrication en usine. 30%. Donc 30%, 169 millions de tonnes en France, on parle des émissions du territoire. On reviendra après sur les émissions de notre alimentation qu'on peut importer, parce qu'on peut manger
des choses où nos animaux peuvent manger des aliments qui ne sont pas cultivés en France, donc ça rajoute. Mais en tout cas, 169 millions de tonnes, pour vous rendre compte à quoi ça correspond à peu près à comme si on avait l'équivalent de la superficie de la Martinique en forêt et qu'on découpait la forêt chaque année. Ou soit, peut-être que ça vous parle un peu moins, mais 6 fois les émissions annuelles de la Tunisie. Si on vient maintenant parler spécifiquement de votre activité et de l'agriculture. Là, encore une fois, pour être très clair, hein, l'idée c'est de comprendre où sont les enjeux. Hein, et on reviendra sur la suite et les intervenants pourront compléter. Chaque personne, chaque citoyen a finalement sa part dans cette histoire-là. Vous pouvez voir que l'agriculture donc a une représentation des gaz à effet de serre assez atypique. Atypique puisque dans les médias, on parle beaucoup du dioxyde de carbone, de manière générale, du carbone, le CO2. Mais ce CO2, dans l'agriculture, est finalement assez marginal, représente 13% en moyenne de l'activité agricole en France. Dans ce 13%, on le reverra, mais c'est beaucoup de carburant. Ensuite, ce qui est donc atypique, c'est la majorité des émissions sont liées au méthane, le CH4, et au protoxyde d'azote, le N2O. Et donc, le N2O, hein, je pense que vous vous en doutez, là on parle des émissions associées aux engrais azotés, émissions d'épandage, et puis le méthane, on parle des émissions associées à la fermentation entérique des ruminants. Et donc pourquoi c'est important ? Et ça c'est un point vraiment essentiel dans la compréhension de ce sujet, c'est que tous ces gaz-là n'ont pas le même impact au niveau de l'atmosphère. Donc une tonne de méthane, c'est de la physique, une tonne de méthane a 28 fois plus d'impact qu'une tonne de CO2 lorsqu'elle est dans l'atmosphère. Alors certes, elle reste très peu longtemps dans l'atmosphère, contrairement au CO2. Par contre, elle réchauffe beaucoup plus vite la planète. Le protoxyde d'azote, c'est pire. 265 fois plus réchauffant la tonne de protoxyde d'azote par rapport au CO2. Et c'est pour cette raison que lorsque, au niveau agricole, on émet tout de suite un peu de protoxyde d'azote, ça apparaît de façon très importante dans les émissions, par exemple, des grandes cultures, puisque l'impact du protoxyde d'azote est beaucoup plus fort que le dioxyde de carbone. Alors, on continue sur le quiz. Deuxième question. À votre avis, quelle part des tracteurs et engins agricoles dans les émissions CO2 relâchées par le secteur agricole? Donc, si vous vous souvenez, hein, le CO2, c'est 13% des émissions du secteur. À votre avis, les tracteurs et engins agricoles, combien ils représentent dans ce total? Est-ce que c'est 53%? Qui lève la main pour 53%? Okay. 63%, 73% et 83%. Tout le monde ne lève pas la main, j'ai remarqué. Alors là, tout de suite, ça se complique. 53%. Et oui, on a tendance à penser que le tracteur est la principale source d'émission du CO2 et de la consommation du pétrole. Ça reste la principale, mais il n'y a pas que ça dans l'agriculture. Donc vous pouvez voir dans le camembert à gauche que lorsqu'on parle de CO2, on parle donc d'énergie fossile, encore une fois, et que évidemment dans l'agriculture, la principale énergie fossile qu'on consomme, ce sont des produits pétroliers, donc autrement dit du gasoil, beaucoup. Il y a un petit peu d'électricité pour 16% et le reste est marginal. Et à droite, vous voyez les usages. Donc, quelles sont les machines, quelles sont les activités qui consomment ces produits d'énergie fossile. Donc il y a les tracteurs et engins, mais on a parlé un petit peu d'élevage ce matin aussi rapidement. Il y a de l'énergie consommée ailleurs que dans les tracteurs. Des élevages de volailles, de porcs, consomment de l'énergie. Ça peut être de l'électricité pour le porc, ça peut être du propane pour la volaille. Tout ça, ça a beaucoup de consommation. Les cerfs
notamment en Bretagne, mais pas que, consomment aussi de l'électricité et du gaz. On a aussi de l'irrigation qui va consommer l'électricité. On a aussi des laiteries qui vont consommer aussi de l'électricité pour refroidir le lait. Donc finalement, on a une énergie qui apparaît à différents niveaux. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Il n'y a pas que les tracteurs dans ce sujet énergétique, même si ça reste la première source. Autre question peut-être un peu plus difficile, mais néanmoins cruciale pour nos sujets. Alors là, on parle de déforestation importée. Donc, pour vous expliquer un peu ce terme, aujourd'hui, comme vous le savez sûrement, mais on importe énormément de biens et de matières d'autres pays. Et ces matières sont parfois produites dans des conditions qui sont loin d'être exemplaires et qui peuvent générer de la déforestation ailleurs. Et donc, à votre avis, cette activité où on importe des denrées alimentaires ou des matières premières agricoles, cette activité de déforestation, combien elle représente dans les émissions totales de l'alimentation française? Est-ce qu'elle représente 4%? Qui lève la main pour 4%? Pardon, bon bah du coup, c'est pas grave. 16%, c'est pas grave. Alors je souhaitais en parler même si ça reste un sujet un peu technique, mais c'est important. Et on va essayer de prendre l'exemple des meubles, mais je donnerai deux exemples. Donc vous voyez avec ce graphique qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'émissions de déforestation importée, il y a plusieurs images qui apparaissent, notamment le soja, le bœuf, le bois. Ça veut simplement dire que, par exemple, si on va acheter des meubles chez un fabricant pas forcément exemplaire, avec du bois qui n'est pas tracé, bah peut-être que ce meuble-là, il est issu, même sûrement, d'une zone dans le monde qui a généré de la déforestation. De la même façon, peut-être que si on mange du bœuf dans une pizzeria à bas coût, peut-être que ce bœuf-là n'est pas du bœuf français, mais du bœuf importé d'Amérique du Sud, qui lui-même a été cultivé sur des terres déforestées. Et donc ça, cette importation de denrées, de biens alimentaires ou de biens agricoles, cette importation peut générer des émissions ailleurs, à l'autre bout du monde. Et on en parle parce que ce n'est pas anodin. C'est bien nous qui consommons ces matières premières. Et c'est important aussi d'en parler puisque tout le sujet, c'est est-ce que dans cette transition bas carbone, on va réussir à préserver notre agriculture et non pas la délocaliser chez d'autres, avec encore moins de réglementation et encore moins de préoccupations environnementales. Ensuite, pour terminer sur ce constat des émissions, souhaitez-vous revenir sur votre territoire, les Hauts-de-France, et vous donner un aperçu un petit peu des enjeux pour votre région. Donc les Hauts-de-France, ça reste une région par rapport en tout cas à d'autres que je peux connaître, que ce soit la Bourgogne ou les Pays de la Loire. Ça reste une région très industrielle, les Hauts-de-France, et donc la répartition des émissions de votre région reflète ce tropisme, puisque la première source d'émissions de la région, c'est l'industrie. L'industrie est au premier lieu la sidérurgie, la verrerie et l'agroalimentaire. Trois activités économiques qui sont les premières sources d'émissions de la région. Ensuite, on retrouve le transport, et puis après, l'agriculture. Et vous vous dites, je vais avancer, très bien, on parle de l'agriculture, on parle du carbone, on parle de ce qu'on émet, mais on peut aussi stocker du carbone. En tant qu'agriculteur, on peut et on stocke du carbone. Alors, c'est vrai, mais on souhaitait vous
réexpliquer un petit peu cette notion de stockage du carbone qui peut parfois être pas tout le temps bien comprise par les différentes personnes travaillant sur ce sujet. Lorsqu'on parle de stockage carbone, pour que la planète, on va dire la planète le ressente, il nous faut du stockage carbone dit permanent. Alors qu'est-ce que ça veut dire stockage carbone permanent ? Je m'explique, si on cultive du maïs ou n'importe quelle culture, effectivement, ces cultures-là, avec la photosynthèse, vont stocker du carbone. Ça, c'est vrai. Mais ensuite, ces cultures, on va les récolter, et puis ensuite, soit les animaux, soit les êtres humains vont les consommer. Et donc le carbone qui est stocké de façon par les plantes va être digéré par les êtres humains et les animaux et sera rejeté 4 mois, 6 mois, 1 an après dans l'atmosphère, soit par la respiration, soit par la digestion, sous forme de CO2 ou de méthane. Et donc le carbone qui est stocké par les cultures, par leur croissance, il n'est pas valorisable d'un point de vue scientifique, puisqu'il y a un équilibre qui se crée naturellement entre nos respirations et celles des animaux et le carbone stocké par les cultures. En revanche, si dans vos parcelles, vous avez mis des couverts, si vous avez mis, s'il y a des bordures de haies en parcelles, s'il y a des zones forestières, des parcelles de bois, là on parle de stockage permanent. Un arbre, il stocke du carbone tant qu'on ne le coupe pas. Et encore, si on le coupe et que ça devient un meuble, le carbone, il reste dans le meuble qu'on a pu fabriquer. Il est relâché dans l'atmosphère si on brûle ce bois. C'est le même principe qu'une énergie fossile. Si on la laisse dans les sous-sols, qu'on ne la brûle pas, le carbone il est stocké dans les sous-sols. Pour la forêt, c'est la même chose. Si on collecte le bois, mais qu'on laisse le bois dans quelque chose de pérenne, typiquement une table en chêne qui est là à 70 ans, le carbone il reste stocké dans la table. Mais si on l'a brûlé directement à la cheminée, bah c'est ce qu'on appelle le cycle court du carbone. Ça vient s'équilibrer. Tout ce qu'on a stocké pendant les 20-30 années de la forêt, on vient le reperdre par la combustion. Donc ça, c'est important de vous l'expliquer. Derrière, lorsqu'on dit ça, ce qui est quand même avant tout positif, c'est que vous, agriculteurs et agricultrices, vous avez quand même la possibilité de stocker du carbone, ce qui est loin d'être le cas de beaucoup d'acteurs économiques. On travaille avec tous les secteurs. Lorsqu'on est une compagnie aérienne, stocker du carbone, ça devient un peu plus compliqué quand même. Donc, c'est vraiment un atout, et je pense que les autres intervenants pourront en parler de cette partie-là. Donc, il y a un enjeu, évidemment, de réduire les émissions, pas simplement pour les réduire en tant que telles, c'est aussi une question de réduction de la dépendance aux énergies fossiles et du coup de meilleure maîtrise économique, mais il y a aussi un enjeu d'augmenter le stockage et de proposer une solution, vous en tant qu'agriculteur et agricultrice, à la transition. Et ça, c'est complètement nouveau et finalement très positif pour ces sujets-là. Et donc, sur les Hauts-de-France, aujourd'hui, il y a, en plus des émissions, vous voyez, donc les émissions, c'était à peu près 60 millions de tonnes de CO2 sur les Hauts-de-France. Il y a bien du stockage carbone qui a lieu dans les Hauts-de-France, parce que d'une part, vous avez des forêts, et vous avez aussi certaines pratiques agricoles dans les Hauts-de-France qui peuvent permettre d'augmenter le stockage carbone. Mais quand on parle de pratiques, ça va être peut-être, là il faudrait rentrer dans le détail, mais peut-être des cultures intermédiaires qui vont permettre de stocker davantage, etc., etc. Un point aussi important dans ces histoires de stockage carbone par l'activité agricole, ça marche aussi si on ne vient pas rogner sur beaucoup de terres agricoles. Puisque une terre agricole en moins qui s'artificialise, ça veut dire qu'on enlève du stock de carbone, puisqu'une terre agricole stocke beaucoup plus
que les sols bitumés qu'on peut voir juste à côté. Donc, derrière ces sujets de stockage carbone, lorsqu'on dit oui, l'agriculture peut proposer des solutions, oui, ça passe aussi par préserver nos terres agricoles et garantir cette activité plutôt que l'urbaniser. Et donc, je vais terminer par les défis à relever. Et ensuite, on aura, je pense, assez de temps pour quelques questions. Alors, je souhaitais revenir sur le terme accord de Paris et trajectoire 2 degrés. Et j'imagine que tous et toutes, vous avez dû entendre ces notions-là, mais de la même façon, ce n'est pas toujours forcément évident de comprendre ces termes. Donc, l'accord de Paris, c'était un accord qui avait été adopté en décembre 2015 par la majorité des États du monde. Les États-Unis l'avaient signé, puis ils sont ressortis, ils sont revenus. Bon, ils ne savent pas trop, mais en tout cas, c'est quand même une grande majorité de pays. En même temps, qu'est-ce que ça veut dire limiter la température à 2 degrés, voire viser la neutralité carbone? Ça a été dit en introduction, à l'échelle de la France et du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce sujet. D'abord, il faut revenir sur ce qu'on a émis. Donc, depuis l'avènement de la société industrielle, on a, entre 1850 et 1990, accumulé dans l'atmosphère environ 1400 milliards de tonnes de CO2 équivalent dans l'atmosphère, lié, encore une fois, à notre consommation exponentielle des énergies fossiles. Ensuite, entre 1990 et 2020, on va dire, en 30 ans, on a accumulé en plus 1 milliard. Donc, si je reviens, en 140 ans, on a émis 1400 milliards, et en 30 ans, on en a émis 1000 de plus. Ce que ça veut dire, limiter la température à 2 degrés, ça veut dire avoir un budget carbone qu'on limiterait à peu près 1100 milliards de tonnes de CO2 en plus dans l'atmosphère en 80 ans. Donc si on revient sur le chiffre d'avant, on a émis 1000 milliards de tonnes de CO2, 1000 gigatonnes en 30 ans. Là, on nous demande d'émettre à peu près le même volume de CO2 en 80 ans et ensuite de ne plus émettre. C'est ça une trajectoire de degrés. Et donc c'est évidemment colossal. Et donc ça veut dire que si on reste au niveau des émissions de 2022, on atteint ce budget-là dans 28 ans. Donc ça veut dire qu'on dépasserait si on reste sur ce niveau d'émission. OK ? Et la neutralité, qu'est-ce que ça veut dire? La neutralité, on va y venir sur la France, c'est un équilibre entre ce qu'on émet dans l'atmosphère et ce que les écosystèmes sont capables de séquestrer, de stocker. OK ? Donc là, avec toutes les couleurs, il s'agit des émissions de la France, secteur par secteur. Et en gris, vous pouvez voir, il s'agit des séquestrations, donc ce qui est stocké par les puits naturels français et avant tout, du coup, nos forêts. Et donc la neutralité, en tout cas en France, telle qu'elle est définie, c'est une réduction des émissions et une augmentation des puits de carbone. Et souvent on nous dit, oui, mais pourquoi on n'augmente pas juste les puits de carbone? On n'aurait pas à changer, ça serait beaucoup plus simple, on plante de la forêt partout. Alors il y a des études qui ont été montrées, scientifiques, qui estiment que si on devait planter de la forêt sur quasiment toutes nos terres, on serait en mesure d'équilibrer que 30% de nos émissions actuelles. Que 30%. Il est impossible scientifiquement de miser que sur les puits de carbone et sur les forêts, ou même les sols agricoles. Juste parce qu'on a un niveau d'émission qui est tellement important qu'il nous faudrait d'autres terres. Et on ne peut pas inventer des terres agricoles pour planter de la forêt ou
préserver même des terres agricoles. Ça n'existe pas. Et donc la contrainte scientifique technique, c'est avant tout les puits. Et en France, ils ont raisonné comme ça, les pouvoirs publics, lorsqu'ils ont pensé la neutralité, ils se sont questionnés quel est le potentiel maximal de développement de nos puits naturels français. Donc dans quelle mesure nos sols agricoles et nos forêts peuvent stocker du carbone dans 30 ans. Et il s'avère qu'on pourrait doubler les puits de carbone si on fait les choses bien, d'ici 2050, de passer à peu près de 40 millions de tonnes à 80. Et donc la conclusion, c'est que si on peut stocker que 80 millions de tonnes, pour viser la neutralité, vu que c'est un équilibre, il faut réduire. Et donc, quand on dit réduire, en France, c'est une division par 6 entre 2015 et 2050. Et ça, c'est une anecdote qu'a l'habitude de dire mon patron. Donc, ça s'appelle Carbone 4. Alors, souvent, les clients se demandent pourquoi Carbone 4. À l'époque, en 2007, il fallait diviser par 4 les émissions en France pour respecter les trajectoires scientifiques. Sauf qu'en 15 ans, on n'a pas réduit les émissions du tout. Donc, on devrait changer de nom. On devrait s'appeler Carbone 6. Parce qu'on doit les diviser par 6 et non plus par 4 désormais. Ce qui est important de voir dans ce graphique, c'est aussi que la réduction, elle est collective, d'une part, elle est collective, et surtout, elle est différenciée en fonction des acteurs et des secteurs économiques. Par exemple, vous pouvez voir là en rose assez vif, l'industrie où les émissions de l'industrie en France baisseraient de façon importante entre 2015 et 2050. Et vous voyez qu'elles ont baissé, par exemple, entre 1990 et 2015. Et là, c'est typiquement un exemple où c'est une baisse, on va dire, un petit peu illusoire, puisqu'on a aussi délocalisé, donc on a malheureusement transféré des émissions qui avaient lieu en France dans d'autres pays. Le transport, ça, c'est encore plus flagrant dans la stratégie. On demande aux acteurs du transport de baisser drastiquement les émissions en 35 ans. Elles disparaissent quasiment. Et l'agriculture, donc le deuxième bleu, on vous demande, en tout cas l'État vous demande aussi une réduction, mais plus mesurée, sincèrement, plus mesurée que les autres acteurs. On va y revenir. Et l'agriculture, ça fait le lien avec la première partie, est appelée aussi à proposer plus de solutions, à augmenter ses puits de carbone pour alimenter la partie grise du graphique. Pardon. Merci. Alors, si on vient sur le secteur agricole, donc dans cette fameuse stratégie de neutralité carbone, l'agriculture, on imagine une réduction, pour faire simple, de division par 2 des émissions qui sont relâchées dans l'atmosphère d'ici 2050, un facteur 2. Sachant qu'on aura toujours un besoin de se nourrir, hein, donc ça reste quand même très conséquent comme réduction. Et on va y revenir, et c'est loin d'être évident, mais c'est un facteur 2. Comme je disais, on demande aussi au secteur agricole, pas simplement de réduire, mais aussi d'être en mesure de stocker du carbone. Et donc vous pouvez voir ici dans ce graphique peut-être un peu compliqué, mais qu'aujourd'hui la principale source de stockage, encore une fois, ça reste les forêts en France. Mais demain, en 2050, il y aura, en tout cas ce qui est imaginé, c'est que les cultures, les prairies, soient davantage sources de stockage carbone pour venir augmenter notre potentiel en 2050. Et donc vous vous dites, c'est sympa, division par 2, tout ça, ça reste un peu flou, théorique, comment on atteint ce facteur 2. Ce qui est important, je pense, d'avoir en tête, il n'y a pas une recette miracle, que ce soit pour vous, agriculteurs, ou pour tous les acteurs économiques. C'est la multiplicité de plein de solutions, de plein de petites choses qui va faire qu'on va se rapprocher de la cible.
Il n'y a jamais une solution parfaite qui nous permet de diviser par 2, par 3, par 4 les émissions. Ça n'existe tout simplement pas. Donc sur les leviers, ça reste encore un petit peu large, on va préciser, mais il y a un sujet, notamment pour les cultures, de la gestion de l'azote, évidemment. Vous l'avez vu, dans les émissions de l'agriculture, plus de 40% est lié au protoxyde d'azote. Donc lorsqu'on change, en tout cas lorsqu'on essaie de mieux gérer le cycle de l'azote, il y a forcément un impact sur ces émissions-là. Il y a un sujet d'augmenter les filières végétales, aussi dans la stratégie nationale bas carbone française. Un sujet pratique agroécologique, donc Seuil Capital pourra, je pense, en parler, hein, mais là on parle de stockage carbone, hein, dans quelle mesure on peut augmenter ces pratiques-là qui sont source de stockage pérenne. Un sujet aussi par rapport à la production animale, donc de meilleure gestion des troupeaux, donc c'est loin d'être évident. Moi je travaille beaucoup sur la filière animale, que ce soit la filière bovine ou la filière volaille, mais donc la meilleure gestion des troupeaux, mais aussi de l'alimentation. Il y a aujourd'hui pas mal d'axes de progrès sur l'alimentation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire mieux, à condition évidemment de soutenir d'un point de vue prix, mais il y a des choses à faire. Il y a aussi l'énergie dans les exploitations, donc des pré-refroidisseurs de lait, il peut y avoir énormément ce passer du gaz dans les élevages de volailles dans le Grand Ouest, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire sur l'énergie pour réduire les émissions, les 12% du CO2 que vous avez pu apercevoir. Et enfin, le dernier point, ce sur quoi j'ai un petit peu moins insisté, c'est qu'en plus de réduire, en plus de proposer des solutions de stockage carbone, vous, de vous-même, vous aussi, vous vous lancez, certains peut-être en tout cas, dans la production d'énergie, dans l'agrivoltaïsme, dans la méthanisation. Ça aussi, c'est une partie de la solution. Et c'est là, je pense, qui est vraiment puissant dans le secteur agricole, c'est que vous pouvez aider les autres à réduire. Donc vous pouvez stocker du carbone, vous pouvez aider les autres à réduire. Et c'est vraiment ces trois niveaux-là. Je réduis mes émissions, j'aide les autres à réduire et je stocke du carbone. Ces trois niveaux-là, beaucoup d'acteurs ne l'ont pas et c'est ce qui fait votre force. Alors, je vais aller assez vite là-dessus, mais on pourrait donner plein d'actions et je pense que pour illustrer ces actions, rien de mieux que des agriculteurs qui témoignent certaines pratiques agricoles. Mais très souvent, ce qui ressort lorsqu'on dit meilleure maîtrise du cycle de carbone, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire potentiellement enfouir des engrais, ça peut pouvoir dire mettre des cultures intermédiaires, introduire des légumineuses. Bon, encore faut-il qu'il y ait un minimum de rendement. Mais voilà, c'est plein de choses qui peuvent permettre de réduire les émissions des protoxydes d'azote. Derrière le cycle du carbone, il y a aussi des choses à la main des industriels, il ne faut pas l'oublier. Par exemple, les producteurs d'engrais, aujourd'hui, sont contraints d'aller vite sur le sujet pour réduire les émissions de la fabrication des engrais azotés. Et donc, peut-être, et c'est là où tout le sujet est collectif, les émissions de l'agriculture au niveau du protoxyde d'azote baisseront aussi si les industriels trouvent des solutions techniques pour réduire ces émissions de fabrication des engrais. D'autres exemples d'actions, mais je vais aller assez vite. Nous, on a travaillé avec des collectifs d'agriculteurs sur tout ce qui est agriculture de conservation des sols, qui, au-delà de la pertinence parfois économique, peuvent réduire les émissions de consommation. Lorsqu'on travaille moins les sols, il peut y avoir aussi moins de passage, donc moins de consommation de GNR. C'est un exemple parmi d'autres, à adapter en fonction évidemment des exploitations.
Il y a un sujet préservation des prairies quand même qui est hyper important si on veut continuer de stocker du carbone. Donc toute la question c'est comment on les maintient, sous quelles conditions économiques on parvient à les maintenir, mais en tout cas si on retourne les prairies, il y a évidemment un déstockage carbone qui va se produire euh, dans les années qui suivent. Et donc sur la région des Hauts-de-France, c'était des travaux de l'INRAE et de l'ADEME qui ont estimé que pour les Hauts-de-France, ce qui est ressorti comme levier prioritaire, de façon très macro, encore une fois, j'en conviens, c'était surtout, premier levier des cultures intermédiaires, hein, qui était une source importante de réduction des émissions, les fameuses haies, et puis développement de l'agroforesterie intraparcellaire, donc des solutions qui permettent de stocker du carbone. Et donc tout ça, vous voyez qu'ici, là, dans ces travaux-là qui étaient intéressants, on parvenait à une réduction de moins 12%, donc qui n'est pas à la hauteur de la cible de la stratégie nationale bas carbone, mais qui en moins reste conséquente. Et donc lorsqu'on a échangé avec les équipes de Weisken, c'est simplement pour illustrer le fait que vous mettez en place déjà des choses aujourd'hui sur le sujet, à l'image des semences pois et blé qui sont testées dans la région, où il y a donc une association qui est faite et qui peut permettre finalement de réduire les besoins en azote. Sur un autre collectif, Magellan en Bourgogne, ils testent du couvert végétal sur les parcelles de colza, donc du lotier. Et il y a plein de choses, plus nous on avance avec les agriculteurs, plus on se rend compte que vous avez énormément d'initiatives, de plein de bonnes pratiques qui permettent de réduire les émissions au champ. Oui, il y a une vraie, je trouve, une vraie prise de recul, et ça c'est positif avant tout pour qu'on puisse avancer sur le sujet. Et je terminerai mon propos sur les émissions des autres acteurs économiques, puisque si vous vous souvenez, la moitié des émissions de l'alimentation ont lieu au niveau des champs, mais l'autre moitié est due aux activités en aval. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même un gros travail qui est à mener par les acteurs en aval. Et si on prend l'exemple de l'industrie agroalimentaire, la réduction qu'on leur demande est, comme je le disais, bien plus importante tout simplement parce qu'ils doivent réduire à 100% leurs émissions. Alors vous vous dites, 100%, comment c'est possible ? Comment c'est possible ? C'est parce qu'on leur demande globalement d'électrifier énormément leur process. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais aller assez vite, voilà. Ça veut dire que leur principale source d'émission sera l'électricité, et l'électricité dans les émissions du territoire, elles sont comptées à EDF, aux producteurs d'énergie. Elles sont plus comptées à l'industrie. Et donc, il y a quand même des changements hyper importants à venir pour l'industrie, y compris l'industrie agroalimentaire. C'est tout simplement changer les systèmes énergétiques, électrifier. Et oui, si on pense bien le système électrique peut tenir. Il faut juste bien l'anticiper. Et on leur demande aussi de consommer moins. Et c'est pour ça qu'il faut l'anticiper. Il ne faut pas simplement électrifier, il faut consommer moins, investir dans des équipements, des fours de cuisson par exemple, qui sont beaucoup moins énergivores. Et donc, production équivalente pour l'industrie agroalimentaire, il faut qu'ils arrivent à diviser au moins par 2 leur consommation d'énergie. Et une fois qu'ils ont divisé par 2 leur consommation d'énergie, il faut qu'ils électrifient. Et ça, ils vont aussi être contraints d'avancer sur le sujet, tout industriel, parce qu'ils sont exposés à de la taxation carbone. Et ça, c'est un point qu'on souhaitait aborder, que je souhaitais aborder avec vous, c'est vraiment de prendre conscience que le carbone, il est contraignant pour beaucoup d'acteurs économiques en aval. Par exemple, les sidérurgistes ou les verriers qui sont dans la région, ils payent des quotas carbone depuis des années, mais auparavant, ça ne leur coûtait rien. Ça leur coûtait rien, c'était 10 € la tonne.
10 € la tonne, c'était vraiment, ils payaient quelques centaines de milliers d'euros pour des entreprises qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, le coût du carbone pour ces industriels, ArcelorMittal, Verallia, d'autres verriers, etc., il a fait x9. OK, x9. Et il risque encore d'augmenter dans 10 ans. Et donc là, pour des acteurs économiques, des acteurs industriels, ça leur coûte des millions d'euros s'ils ne bougent pas sur le sujet. Donc, ils sont contraints et ils vont avancer, ils avancent à marche forcée parce qu'il y a le critère économique qui arrive sur le tapis et ça vient changer les décisions. Et ça va s'accentuer pour d'autres secteurs, hein, non pas l'agriculture, mais sur d'autres secteurs comme le transport, qui sera soumis à des taxations carbone européennes. Et ça marche, cette taxation carbone, elle marche évidemment si on la pense de façon globale et si on évite les risques de délocalisation. Et pour votre information, aujourd'hui, il y a des discussions pour mettre une taxe carbone aux frontières européennes pour éviter justement qu'on ait des entreprises qui partent à l'autre bout du monde puisqu'il y a trop de taxation. Et donc ça, c'est quand même assez nouveau de mettre une taxe carbone aux frontières. Je pense qu'il y a encore 15 ans, on n'aurait jamais imaginé une telle mesure. Voilà. Et un dernier élément, c'était sur donc les acteurs agroalimentaires. Hein. Nous, on travaille depuis des années, par exemple, avec Bonduelle, où donc ces acteurs réduisent. Ils réduisent, comme je l'expliquais, parce qu'il y a des taxations carbone, mais pas que pour ça. Ils peuvent aussi réduire leurs émissions. Pourquoi ? Parce que leurs consommateurs, ça a été dit en introduction, vont être demandeurs de produits plus bas carbone. Aussi parce que les financiers, on en parle très peu, mais aujourd'hui, énormément de banques demandent à ces acteurs-là d'avoir une stratégie de réduction des émissions. S'ils n'ont pas de stratégie carbone, ce qui se passe, ils payent des taux d'intérêt pour les prêts plus élevés. Donc là, je peux vous dire que le directeur financier de Bonduelle, il écoute, il se dit « Ah mince, je vais avoir des prêts beaucoup plus coûteux, je vais peut-être essayer de comprendre ce que ça veut dire le carbone. » Alors qu'il y a 5 ans, ce n'était pas du tout le cas. Et donc pour toutes ces raisons, consommateurs, taxation carbone, banques, et on pourra en avoir d'autres, les acteurs aussi en aval se bougent. Et donc en conclusion, ce que je souhaitais vous dire, c'est, je pense que vous l'avez compris, mais le sujet du changement climatique et du carbone, c'est un sujet qui est quand même extrêmement urgent. Si vous vous souvenez du graphique sur les scénarios 2 degrés, si on continue à ce rythme-là, on a dépassé les accords de Paris, la cible 2 degrés dans 28 ans. Donc il y a évidemment une urgence à attaquer ce sujet en priorité. Ensuite, lorsqu'on dit attaquer ce sujet-là, ça veut dire aussi passer du temps, parce que c'est assez complexe. J'espère que je ne vous ai pas noyé dans les chiffres, mais j'avais à peu près 50 minutes, 1 heure. On pourrait passer beaucoup plus de temps à lire, à discuter, et c'est important d'y consacrer plus de temps pour se rendre compte vraiment de tous les enjeux et des ordres de grandeur. Ensuite, comme je disais, lorsqu'on parle de solutions, et ça sera encore plus concret avec Soi Capital et Corteva, mais il n'y a pas une solution miracle. Il y a des solutions de changement de comportement, donc de sobriété à mener, il y a des solutions d'efficacité énergétique, des solutions où on change d'énergie, des solutions technologiques, et l'agriculture a le potentiel de proposer énormément de solutions pour décarboner nos activités. Et enfin, pour terminer, je pense que j'ai pas mal insisté, mais cette histoire de climat et de carbone, elle est collective. Hein. On est tous dans le même bateau. Et il faut bien comprendre que la planète Terre, elle va s'adapter. Hein. Elle va pas attendre qu'on agisse. S'il fait plus chaud, c'est sa manière de réagir. Donc c'est collectif et c'est pour nous qu'on le fait avant tout. Et donc chaque acteur doit avancer, faire sa part, si je peux dire, pour qu'on parvienne, je l'espère en tout cas, à se rapprocher de la neutralité carbone planétaire. Moi, j'espère que c'était relativement instructif et clair pour tout le monde, et je ne pense pas qu'on ait le temps de prendre des questions, mais je resterai en tout cas pour le déjeuner.